faire changer le système alors? Je ne pense pas qu'on fasse changer les systèmes par des décisions. En tout cas, pas ce genre de changement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des lois qui permettent vraiment de changer les choses. Par exemple, une loi pour l'avortement, ou des choses comme ça, on fait changer profondément la vie de millions de femmes et de familles. Mais la décision d'instaurer ce genre de loi, qui est en soi comme une révolution, elle ne se produit pas s'il n'y a pas eu une évolution préalable. Et l'évolution, ça ne se fait pas par décret, par décision, ça se fait par bon sens, par besoin. Il n'y a pas d'évolution sans nécessité. Et l'évolution est un signe de bonne santé, c'est un signe justement d'adaptation à de nouvelles circonstances ou à certaines perturbations dans la société ou dans les vies collectives ou individuelles. Et donc, si on veut faire changer notre système de santé, notre système de maladie, je crois qu'il faut d'abord compter sur le bon sens des gens. Et les gens sont au rendez-vous. Vous savez, quand j'avais écrit mon livre « La solution intérieure », c'était 2006, je reprenais des études qui avaient été faites à la fin des années 90, début des années 2000, qui montraient que, notamment aux États-Unis, 35-40% des gens consommaient des médecines dites non conventionnelles, alternatives ou complémentaires. Et les chiffres étaient à peu près semblables dans tous les pays occidentaux, sauf que les gens n'osaient pas le dire à leurs médecins, parce qu'ils avaient peur d'être ridiculisés. Et puis que ces techniques n'étaient pas, ces thérapies n'étaient pas remboursées par des organismes de sécurité sociale ou même des assurances privées à l'époque, et pourtant les gens les consommaient. C'est vraiment qu'ils y trouvaient quelque chose. Alors on peut les traiter de fous, mais traiter 40% d'une population de fous, or aujourd'hui c'est plus que 40%. Début 2000, je crois qu'on est jusqu'à 70% aux États-Unis. Oui, parce que vous savez, toute évolution suit une courbe exponentielle. Vous avez 2 personnes qui sont convaincues, elles en parlent à d'autres, et il y en a 4, et puis 8, et puis 16, et puis 32, et ça monte comme ça gentiment, et à un moment donné, vous arrivez à un point où tout le monde y passe. C'est ça une courbe exponentielle, hein, et c'est pas une droite qui monte comme ça, c'est à un moment donné, ça se redresse, parce qu'il y a une masse critique, et ça devient naturel, on finit par voter des lois, et faciliter les choses pour alimenter le mouvement dans le sens qui était en train d'évoluer. Et là, vous pensez qu'on est où au niveau de la masse critique, un peu avant? Moi, je ne suis pas un épidémiologiste ou un statisticien ou un sociologue, mais dans mon ressenti, en voyageant dans beaucoup de continents, en rencontrant beaucoup de gens dans les conférences et tout ça, j'ai quand même l'impression qu'en 10 ans, justement, quand j'avais publié ce livre, 2006 et maintenant 2015, 2016, bientôt, 10 ans, j'ai l'impression que on est en train vraiment de redresser la courbe, voyez. Mais, et ça c'est très intéressant parce que j'avais un jour parlé avec des prospectivistes qui m'avaient montré cela de manière très documentée. Quand vous avez un changement dans une société qui se produit par contamination de proche en proche, comme ça, des gens qui changent leur vision, leur représentation du monde et d'eux-mêmes. Vous avez cette montée exponentielle, mais pendant ce temps-là, vous avez un groupe qui est en train de décroître, lui aussi, de manière exponentielle. Et il y a un endroit où les 2 courbes se croisent. Et généralement, à cet endroit-là, il y a beaucoup de résistance, parce que vous avez ceux qui commencent à être très convaincus et qui ont le vent en poupe et qui ont envie que ça change et qui commencent à être impatients que ça change vraiment. Et puis vous avez les autres qui n'ont pas du tout encore envie de lâcher parce qu'ils sont totalement identifiés à leurs croyances et à la façon dont ils ont conçu leur société, et ils s'accrochent et ça donne lieu à tous ces intégrismes. Alors ça peut se manifester par des intégrismes religieux, philosophiques, politiques, des polarisations comme ça dans les sociétés, voire des conflits, voire des combats, des guerres. Et je pense que dans la médecine, eh bien, on a aujourd'hui une forte poussée de ce monde qui est en train de devoir se remettre en question, ce monde dit conventionnel, mais ça crée des tensions. On sent que c'est émotionnel, les discours, les échanges. Bien sûr. On n'est plus de l'ordre. On est dans l'ordre de la croyance, c'est religieux. Et vous savez, mais ça c'est
là, mon discours sera plus spirituel. Et bon Dieu, si ce mot fait peur. Hein. Or, spirituel, il faut une fois pour toutes qu'on n'en ait pas peur. C'est une des expériences, et sans doute la plus forte expérience qu'un être humain puisse faire dans son parcours de vie. Et ça n'a rien de mystérieux, de dangereux. Spirituel, c'est juste être humain, profondément humain, en lien avec tout ce qui est, dans la compréhension de ces liens avec tout ce qui est, dans un subtil rapport au monde, et même peut-être au monde invisible. Alors on peut croire qu'il y a des vies dans d'autres dimensions, ou simplement le monde invisible de nos pensées, de nos intentions, qui eux-mêmes ont une réalité, hein, qui elles-mêmes ont une réalité. Mais bon, tout ça pour dire que le propos est alors peut-être un peu plus spirituel, mais je pense que quand on est confronté à ces guerres de croyances, ce sont des guerres d'ego. Ce sont des guerres de mental. Le mental de chacun qui est totalement identifié à ce qu'on pense, à ce qu'on fait. Et si on lâche notre croyance et notre pensée, on n'existe plus, parce qu'on est identifié à cela. Donc on est prêt presque à tuer l'autre pour lui imposer notre façon de penser, ou pas perdre la nôtre en tout cas. Et quand chacun de nous peut l'expérimenter, on fait ce chemin qui calme le mental, qui regarde d'abord son aspect totalement changeant. Hein. Ce qu'on pense à 20 ans, on ne le pense plus forcément à 40, et c'est normal, et c'est magnifique. C'est ça la relativité aussi de nos certitudes. Mais tout d'un coup, on voit que cet ego, c'est une construction, et il y a un être beaucoup plus profond, ce qu'on pourrait appeler le soi, hein, l'essence de l'être qui regarde ça et qui peut prendre de la distance et vivre beaucoup plus paisiblement, et du coup ne pas rentrer dans ces conflits. Et je vous avoue que peut-être il y a 15 ou 20 ans, j'étais agacé par l'attitude de certains, même de certains de mes confrères, qui étaient parfois virulents en disant « mais il est dans une secte, lui, il parlait comme ça. Moi qui n'ai même pas de religion, dans une secte. » Mais bon, c'était violent. Et j'étais moi-même alors dans une réponse, même pas une réponse, une réaction immédiate, peut-être violente. Et aujourd'hui, j'ai peut-être plus facile à simplement répondre de façon paisible en disant « mais voilà, les choses sont ce qu'elles sont, chacun est là où il est. » Et je n'ai pas dit que j'avais 100% raison, mais peut-être qu'ils n'ont pas 100% raison. Je me méfie autant des certitudes de la science que des certitudes de ceux qui ne sont pas dans le domaine de la science. Et je crois que tout le monde a balayé devant sa porte et qu'il faut donner raison à personne, mais simplement continuer à ouvrir, réfléchir, réunir et faire circuler ce souffle, ce spiritus, être spirituel. Hein. Mais c'est aussi la définition du scientifique, si on la prend. La vraie définition, oui. C'est accepter de poser des hypothèses et ouvrir les portes. Ouais. Je vais dire quelque chose qui va certainement agacer certaines personnes qui entendront cela, mais des vrais scientifiques, au sens le plus noble et le plus éveillé du terme, il n'y en a pas beaucoup, vous savez. Et il n'y en a que quelques-uns par génération. C'est Einstein. C'est des gens qui, comme la science le demande, observent. Et quand ce qu'elles observent ne rentre pas dans les explications de leur théorie, ils sont capables de mettre en doute leur théorie. Et mieux que ça, ils sont capables d'émettre des hypothèses pour expliquer ce qu'ils ont observé, et après d'inventer des outils pour valider leurs hypothèses qui pourront peut-être alors devenir des théories. Mais il faut inventer des outils. Même quand Einstein ne pouvait pas expliquer certains aspects de la théorie de la relativité ou après des prémices de la théorie quantique, il n'était pas forcément opposé parce qu'il c'était un esprit éveillé. Et il savait probablement aussi qu'on n'avait pas les outils pour vérifier cela. Et ce n'est maintenant qu'on a des accélérateurs de particules et toutes sortes de moyens plus sophistiqués qu'à l'époque, que l'on peut commencer à vérifier les hypothèses et donc à refaire de nouvelles théories pour expliquer ce qu'on a observé. Ça, c'est de la vraie science. Mais moi, j'ai vécu dans un monde scientifique, j'ai moi-même pratiqué la science en laboratoire, fait de la recherche à l'université. Je vois que beaucoup de scientifiques ne font que répéter des recettes toutes faites pour gonfler leur curriculum vitae avec quelques publications et puis s'asseoir sur leurs certitudes sans jamais remettre en question leur théorie. Et quand ils observent des faits ou qu'ils entendent parler de faits qui ne rentrent pas dans leur théorie, ils ont tendance à discréditer les faits
ou les personnes qui disent les avoir observés, plutôt que de vraiment se poser des questions et se demander si on n'a pas un paradigme à changer là. Vous voyez ? Or, il me paraît moins évident, mais après, voilà, c'est ma perception et mes croyances, mais pour moi, il est évident qu'on arrive au bout d'un paradigme. Vous savez, il y a quelques années, j'ai été invité à dîner chez un monsieur qui fait partie d'une très grande famille belge et qui a eu un essor dans l'industrie pétrochimique et pharmaceutique, dans cette famille que l'on a appelée les Solvay, qui s'appelle les Solvay en Belgique, et dont certains membres portent le même nom que le mien, Janssen, même si je n'ai absolument rien à voir avec cette famille. Et j'étais invité chez ce baron, parce que j'avais écrit La solution intérieure et qu'il l'avait lu. Et j'étais à table et je lui ai dit, mais je suis très étonné d'être invité chez vous. Parce que le livre, justement, parle de solutions intérieures, vient parler de comment différentes médecines pourraient enrichir la nôtre et promouvoir le potentiel de l'être humain pour rester en bonne santé. Et je dis, c'est pas du tout la philosophie des laboratoires pharmaceutiques dont vous-même, vous en avez développé un qui a créé des médicaments très intéressants et que moi-même j'ai utilisé. Je veux dire, il n'y a pas à acheter le bébé et l'eau du bain, mais je suis quand même étonné. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? J'ai trouvé ça magnifique. Il m'a dit, mes ancêtres avaient compris que la compréhension de la nature chimique du monde allait révolutionner le monde. Et c'est vrai, l'industrie chimique a changé tellement de choses dans nos conditions de vie. Mais il a ajouté, mais moi je peux vous dire que si mes ancêtres ont été visionnaires sur ce fait de comprendre que le monde avait une dimension chimique et qu'on pouvait interagir avec elle, moi je veux, disait-il, continuer à être visionnaire, et je crois que ce que vous écrivez dans ce livre, c'est l'avenir de notre monde. C'est un autre paradigme. Ce n'est plus penser en termes de moléculaire ou de matière pure, c'est aussi penser en termes d'information et d'énergie. Ce qu'on continue à faire de nombreuses autres médecines que la nôtre, qui ont moins compris, moins décortiqué, analysé la matière, mais qui ont gardé une vision plus globale des choses, parce qu'elles n'ont pas été dans l'analyse détaillée, mais dans cette vision globale, elles ont compris, enfin en tout cas elles ont gardé cette intuition qu'il y avait cette dimension informationnelle du sens et énergétique. Et je crois que l'industrie pharmaceutique, enfin je constate plutôt que l'industrie pharmaceutique aujourd'hui arrive un petit peu en bout de course, parce que les innovations, malgré ce qu'on nous raconte, ne sont pas aussi importantes qu'on veut bien le dire, parce qu'on a vraiment fait le tour de pas mal de choses, et bravo, mais bon, il y a une limite. On ne peut pas inventer, bien que maintenant il y a même des labos qui essayent d'inventer des maladies, pour encore produire des médicaments. Ils inventent de nouveaux symptômes, pas de nouveaux symptômes, mais plutôt de nouvelles maladies à partir de cet agencement de symptômes. C'est extraordinaire. Et il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Mais en attendant, on arrive quand même au bout d'une certaine logique, et on sent qu'il n'y aura probablement plus de grandes révolutions dans la prise en charge thérapeutique des pathologies auxquelles on est confronté, notamment le cancer, si on ne change pas le paradigme et qu'on ne va pas travailler sur l'informationnel et sur l'énergétique. Mais on va y venir, parce que, vous savez, l'être humain, il ne peut se représenter le monde qu'à travers ses propres innovations et inventions. Quand on a inventé des machines, on s'est représenté le monde comme une grande mécanique. On a parlé de la mécanique des planètes, et puis aujourd'hui, on n'est plus dans l'innovation mécanique. On invente encore des machines, mais ce n'est plus ça la grande révolution. Il y a eu une autre révolution qui était la révolution électronique. Et effectivement, on a commencé à se représenter l'être humain aussi comme un ensemble de circuits neurologiques. On s'est intéressé au développement du cerveau, au fonctionnement du cerveau. Mais déjà, vous voyez que nos instruments électroniques sont eux-mêmes, ont donné lieu à d'autres innovations, et on est en plein dans l'informatique et dans la communication presque virtuelle. Et ça, on n'a pas encore... On a encore du mal à se représenter que notre corps fonctionne sans doute comme ça aussi. Donc voilà, c'est une évolution, il y a une inertie,
Mais les choses viennent. Et moi, je dis toujours, on est des petits nains, on se croit très fiers parce qu'on a trouvé quelque chose, mais on est tellement peu par rapport à la complexité et à la finesse du vivant, de la nature. Dans 200 ans, nos descendants riront en disant « Oh, ils avaient des certitudes, mais il y avait beaucoup de superstitions dans tout ça et beaucoup de croyances. Voilà, c'est pas grave. C'est un peu le cycle. Oui, c'est l'évolution. Hein, mais je crois qu'il faut quand même garder, et c'est sûrement une grande qualité en science, c'est l'humilité. Les grands scientifiques sont des gens humbles. Ils se disent, voilà, on a une représentation des choses sur base d'une théorie fondée sur des observations, mais ce n'est qu'une représentation des choses. On peut se les représenter autrement. Et alors c'est très intéressant, quand on essaye de faire des parallèles entre différentes cultures, on peut voir que finalement on parle de la même chose sous d'autres formes. Prenons bêtement l'exemple dans la médecine chinoise de cette notion du yin et du yang. Si vous voulez faire un parallèle, c'est très simple. Avec les connaissances de la médecine occidentale, on peut parler des effets neurologiques du système nerveux sympathique et parasympathique. Un système qui est à la base de la régulation de ce qu'on appelle l'homéostasie dans notre corps, c'est-à-dire le maintien de l'équilibre et de cette adaptabilité qui fait la bonne santé. Et ce système autonome qui fonctionne de manière réflexe sans qu'on doive y penser, il a deux branches, une branche sympathique qui nous met en tension, qui nous permet d'agir, de nous battre, de nous enfouir pour préserver notre intégrité et donner ce qu'on appelle une réaction de stress. Et ça correspond au yang de la vision chinoise. Et puis vous avez l'autre branche de ce système nerveux qui est la branche parasympathique, non pas sympathique mais parasympathique, qui elle crée une détente, un relâchement et qui va entraîner tous les mécanismes de réparation, de régénération de l'organisme. Et les deux sont nécessaires, il faut un équilibre entre les deux. Comme la médecine chinoise, on dit qu'il faut un équilibre entre le yang sympathique et le yin parasympathique, entre la tension et le relâchement, entre l'inspire et l'expire, entre les deux polarités de l'être. On le retrouve aussi en médecine ayurvédique. Et on le retrouve en médecine indienne, on le retrouve dans plein de représentations, d'imageries, de métaphores. Et là où la science ferait preuve d'humilité, c'est de reconnaître, et certains scientifiques le font, ou philosophes des sciences le pointent du doigt, c'est reconnaître que nos théories scientifiques ne sont que des représentations de la réalité. Ce ne sont que des mots et des schémas pour décrire quelque chose qui nous échappe encore un petit peu. Merci beaucoup Thierry pour cet échange très passionnant. Je baigne en ce moment pas mal dans cet univers de montrer dans le monde des soignants surtout qu'il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire entre ces différentes approches de médecine qu'on appelle encore complémentaires et notre médecine occidentale conventionnelle, qui a vraiment plein de choses qui unissent les explications. Et comme vous disiez, le fait que finalement la science, ce n'est qu'une représentation du vivant. On essaye bien sûr de se rapprocher au maximum, mais personne ne détient la vérité. Absolument. Et c'est tout un cheminement qui, je trouve, se rapproche du travail intérieur que finalement chaque soignant se devrait bien sûr de suivre.